Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de football qatarien à quelques jours slash semaines, je sais pas encore quand est-ce que ça va sortir, de la Coupe du Monde en Amérique du Nord. L'idée c'était d'aller au-delà de la présentation traditionnelle qu'on peut voir sur YouTube où on parle juste vraiment purement de la sélection et de ce qu'elle va faire pendant la Coupe du Monde. Aujourd'hui on va parler aussi donc de championnat, de formation, même si bien évidemment à la fin on parlera un peu de la liste et puis des ambitions de ce Qatar après le premier mondial en 2022, un mondial qui était quand même assez compliqué. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. J'ai prévu déjà de tourner pour la Corée du Sud et l'Irak. Et il y aura aussi une émission qui arrivera sur le Japon, mais qui sera beaucoup plus longue, vous me connaissez. Voilà, j'ai pas d'idée de nom pour l'instant, n'hésitez pas à en souffler un, mais sinon c'est pas forcément obligatoire, mais on verra bien. Bref, aujourd'hui je suis pas seul, comme vous pouvez voir, je suis avec Samy de Qatar Foot FR, comment ça va? Ça va super et toi? Ah, ça va, super, merci. Déjà, petite question avant tout, parce que c'est pas la première fois que tu viens sur cette chaîne. Il me semble qu'on avait tourné juste après la Coupe d'Asie 2024 à l'époque. Et il me semble que je t'ai même pas posé la question. Depuis quand tu suis le football qatarien et qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? Eh ben déjà merci de me recevoir pour la Oh. deuxième fois. Merci beaucoup, c'est super gentil. Moi je suis le football qatari depuis 2018-2019. En tout cas j'en ai fait une page Twitter et j'écris des articles sur le sujet depuis 2018-2019. Je suivais un peu plus de loin avant parce que j'ai de la famille qui habite ici au Qatar. Maintenant j'ai déménagé aussi ici, j'ai emménagé au Qatar. Mais du coup voilà, Ça c'est ça s'est fait un peu comme ça. Mm. À force de venir visiter, j'ai regardé quelques matchs et puis voilà, ça s'est fait, c'est venu tout seul en fait. C'est venu tout seul. Ah ouais, c'est sympa ça. C'est très sympa, c'est vrai que la QSL, on va en parler un peu plus tard, mais c'est un championnat qui est quand même assez intéressant. On a vécu une belle saison de QSL en plus, là, donc voilà. On aura l'occasion d'en reparler juste après, mais avant tout, j'ai quand même envie de revenir par rapport à la dernière fois où on était ensemble, donc en 2024, sur ce qui s'est passé après cette Coupe d'Asie, remportée contre toute attente, entre guillemets, parce que pas grand monde aurait placé le Qatar comme favori à cette Coupe d'Asie, et puis il y a eu un parcours efficace où il y a eu les buts marqués quand il fallait, une belle solidité derrière, et puis cette victoire donc à la Coupe d'Asie 2024. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour cette sélection? Est-ce que ça a été assez stable? Est-ce que ça a été plus compliqué? Il y a quelques turbulences, et puis qu'est-ce qui s'est passé depuis globalement? En effet, quelques turbulences. Comme tu l'as très bien mentionné, un parcours en Coupe d'Asie très surprenant, mais pour autant satisfaisant pour les hommes de, à l'époque, Tintin Marquez. Puisque depuis la Coupe d'Asie qui s'est achevée en février 2024, donc il y a à peu près 2 ans, le Qatar a connu trois sélectionneurs différents. Donc, c'est-à-dire que non, pardon, non, alors attends. Là, faut que tu corriges. C'est deux ou trois? Je crois que Oh c'est trois, là, hein. alors, tu sais que, petite anecdote, hein, j'ai tourné un épisode dans le Qatar avec Phil Youssef, je sais pas si vous l'avez vu, et je me suis rendu compte à la fin que j'avais dit, je parlais de Félix Sanchez Bass au lieu de Tintin Marquez. Donc déjà, moi, les sélectionneurs Aïe, espagnols, t'inquiète. le nombre de différences, c'est compliqué. J'avoue que... Moi, il me semble que c'est trois, mais bref. Ouais, Mais il y a eu de je vais reprendre un l'intérim, il y a petit. eu... Mais oui, vas-y, t'inquiète. Voilà. Mais voilà, bah, du coup, trois sélectionneurs en 2 ans. Tintin Marquez, un sélectionneur en intérim, puis maintenant Julen Lopetegui. Un parcours qui a été assez compliqué en éliminatoire de Coupe du Monde, pour pas dire chaotique, pour une sélection de ce niveau au niveau asiatique, où, comme on le sait déjà, les éliminatoires Asie sont vraiment pas faciles. Il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de tours. Au total, si on va du début à la fin, il y a 5 tours de qualification. Il y a peut-être 30-35 matchs, c'est énorme. Et franchement, le Qatar a vraiment pas du tout rassuré Ah oui. les suiveurs du football. Il y a eu de nombreuses défaites et des résultats vraiment surprenants contre la Corée du Nord, contre La, le Kyrgyzstan, ouais, la etc. défaite face au Kyrgyzstan était dure, celle-là. Horrible. Ouais. C'est horrible. Écoute, Tintin Marquez a perdu sa place justement sur ces éliminatoires-là. Et le Qatar a finalement réussi à obtenir sa qualification au bout du bout du bout au quatrième tour.
de qualification qui se déroulait au Qatar. On dit encore un grand merci à l'AFC. Et voilà, donc on s'est qualifié contre les Émirats Arabes Unis dans un match. Pareil, on pourrait en parler 1 heure, mais Oui. riche de rebondissements et de décisions arbitrales originales, mais on a Oui. l'habitude avec l'AFC. Oui. Et voilà, donc le Qatar s'est qualifié, mais c'était vraiment, vraiment pas facile. Et on a cru pendant longtemps que il se qualifierait pas. Mm. Effectivement, après, Non, c'était pas facile. ah ouais, c'est sûr. Moi, je nuancerais juste un peu, même si effectivement j'étais assez déçu du Qatar. Mais le groupe, c'était le plus dur des trois. En troisième phase, t'avais l'Iran, l'Ouzbékistan, l'Iran qui était pas encore, qui a pas encore ses problèmes, on va dire internationaux malheureusement. Donc, c'était très bien. L'Ouzbékistan qui était en pleine ascension. Les Émirats qui étaient dans une espèce de dynamique un peu qui surperformait par rapport à ce qu'on avait vu les années précédentes. T'as le Kirghizistan qui est en pleine ascension, la Corée du Nord qui était de retour, donc qui avait bien envie de prouver. C'était clairement le groupe le plus difficile, donc ça nuance un C'est peu le groupe aussi. le plus difficile. Ouais. Le groupe le plus difficile, mais c'est aussi le champion d'Asie, Oui, double bah oui, champion c'est d'Asie sûr. en titre. Qui est, enfin, faut pas oublier qu'on parle Mm. quand même d'une sélection qui sort de deux, trophées continentaux maîtrisés de A à Z. Il y a pas, Ah oui. ils sont invaincus en Coupe d'Asie depuis depuis l'édition 2015. Mm. Quand même, Ah oui. c'est quand même notoire. Franchement, Mm. c'est quand même notoire. Mm. Donc on parle pas d'une sélection anodine en Asie. Mm. Et ce résultat-là, malgré un groupe qui est compliqué, Oui. quand tu es le Qatar qui sort de cette Coupe d'Asie, qui est une franche réussite, même Mm. meilleure réussite que 2019, tu dois terminer deuxième de ce groupe. Tu peux pas terminer troisième, enfin, tu peux pas terminer quatrième. Ils ont terminé quatrième d'ailleurs. Oui. Sur 6, tu peux pas terminer quatrième de ce groupe. C'est pas possible. C'est impardonnable. Et au-delà de ça, il y a aussi au milieu du troisième tour, il y a eu la coupe la Coupe du Golfe des Nations qui se déroulait aux Émirats Arabes Unis, si je me souviens bien, en décembre 24. Mm. Et ils étaient dans un groupe avec le Koweït, Oman et les Émirats Arabes Unis. Ils n'ont pas gagné un match. Ils ont fait 2 nuls, 1 défaite. C'est ça, même chose. Hein. Oui. C'est de l'ordre du pas possible pour une sélection de ce niveau. Donc, Mais non, c'est vraiment compliqué depuis quelques années. ouais. Même la coupe arabe récemment, parce que je regardais, moi j'avoue que j'ai pas trop suivi, mais quand tu regardais le 11 du Qatar, il y avait franchement pas de quoi, rougir par rapport aux autres, mais pourtant t'as cette défaite face à la Palestine, cette défaite très lourde, je crois que c'est face à la Tunisie, non? Ou le Maroc, Fidji 3-0. Ouais. C'était Fidji assez. 3-0, puis tu fais nul tu fais nul face à la Syrie, quoi. Ouais. Voilà. Mais la Coupe arabe, allez, avec quelques petites, il y a quelques petits, comment on appelle ça? Bon, bref, je vais refaire. Mm. Pour la Coupe arabe, il y a quelques raisons qui permettent d'expliquer cet échec. C'est notamment le fait que c'était une équipe A bis, Oui. A et demi. Voilà, c'était pas vraiment le groupe complet. Mm. On avait quand même les cadres principaux certains cadres principaux de l'équipe, mais il y avait pas mal de turnover et la fédération a vu plutôt cette compétition comme une compétition tampon pour permettre un peu de donner des sélections à des gens, d'aller bloquer deux trois naturalisés en amont de la Coupe du Monde et puis voilà, commencer à essayer de travailler en amont de la Coupe du Monde. Bon, même chose, tu sors avec pas de victoire et une défaite et tu termines dernier de ton groupe, groupe qui est composé de Palestine, Syrie, Tunisie, sans leur manquer de respect, mais c'est... Oui. Non, Oui. Tunisie d'accord, Palestine, Syrie, non, c'est pas possible, tu peux pas terminer à un point d'un groupe pareil, c'est pas possible. Donc bon, voilà, c'est des vrais points d'interrogation en amont de ce mondial. C'est la dynamique de cette sélection c'est même plus en dents de scie, c'est pire que ça. Ouais. Effectivement, moi, c'est content de voir qu'on avait un peu le même ressenti. Et au-delà de ça, dans le pays, est-ce que ça, du moins sur les réseaux, est-ce que comment ça l'aborde ça l'a abordé cette après Coupe d'Asie jusqu'à cette Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de frustration, ou est-ce que, enfin, vas-y, je sais pas.
beaucoup de frustration sur les matchs perdus qu'on a mentionnés, le match nul contre la Corée du Nord, la défaite contre le Kyrgyzstan, etc. Ça, il y a eu énormément de frustration, ce qui a d'ailleurs, encore une fois, expliqué le limogeage du sélectionneur Marquez. Mais dans l'ensemble, on a vu un regain en fait, comme une sorte d'unification populaire autour de la sélection pour le 4e tour. Avantage du fait qu'il se tenait au Qatar. Il y a vraiment eu un vrai engouement populaire. Tout le monde était ravi de cette qualification et c'était un vrai événement. Il y a eu beaucoup de célébrations dans les rues pour fêter ça. Et là, à quelques semaines de la Coupe du Monde, quelques jours de la Coupe du Monde, on est quand même avant pas d'optimisme, mais les gens sur Twitter et le peuple en général est plutôt derrière son pays, derrière l'équipe nationale et a envie qu'il performe au plus haut niveau. La liste est sortie il y a quelques heures maintenant. Il y a quand même quelques points d'interrogation et ça, on pourra en reparler plus en détail. On reparle en dernière partie d'émission. Le peuple a pu parler. Effectivement, j'avoue, je l'ai lu en diagonale parce que j'ai pas trop le temps. Mais ouais, effectivement, il y a quelques points d'interrogation. Mais bon, mon Dieu. Bon, tu parlais du peuple. On va continuer un peu dans ce peuple-là et puis on va parler au-delà de la sélection du championnat. Parce que c'est vrai que la QSL, c'est un championnat qui fait beaucoup moins parler que son voisin saoudien, voilà, ces dernières années, et qui même au-delà de ça est peut-être moins en vue, notamment en ACL, depuis 2-3 ans que l'UAEPL par exemple voisine. Mais alors, comment elle est la dynamique de la QSL? Est-ce que c'est un championnat qui pour toi progresse, stagne, régresse? Après, dans son ensemble, peut-être que ça dépend aussi est-ce que par exemple un Al-Sadd de maintenant est meilleur qu'un Al-Sadd il y a quelques années? Enfin, qu'est-ce que t'en penses, quoi, globalement? Alors, je dirais que la QSL a relativement... On va la qualifier en 2 étages. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, à la fin des années 2010, donc autour de 2018, 19, 20, etc., je trouve qu'on était sur une belle période pour la QSL, avec Al-Sadd Al-Dohael, qui jouait souvent les premiers rôles, et qui, en plus, avait... faisait des très bons parcours en ASL, en ACL, pardon. Ils faisaient des très bons parcours en Champions League asiatique. J'ai en tête notamment Al-Sadd 2018 ou 2019, avec 2019 je crois, qui fait un super parcours, qui arrive jusqu'en demi-finale avant de perdre contre le terrible Al-Hilal d'avant la Saudi Pro League que vous connaissez, hein, mes chers chers viewers, c'est quand même, on parle d'un Al-Hilal avec quand même 8 Saoudiens dans le 11. C'est inimaginable maintenant, mais attends. Inimaginable, mais c'est quand même, c'était une grosse équipe. Franchement, c'était très respectable sur le plan asiatique. Mais en tout cas, il arrivait souvent pour les clubs qataris, c'était même un prérequis d'atteindre l'écart, voire les demi. L'écart, mais c'était souvent qu'un club qatari atteignait les demi de Champions League asiatique. On a vu depuis quelques années, je trouve, un léger déclin des concurrents d'Al-Sadd, où maintenant Al-Sadd règne en maître incontesté sur la QSL pour cette année, mais on va en reparler. Mais on va reparler. Mais voilà, Al-Sadd est vraiment le leader incontesté au Qatar, et on a les écuries qui sont derrière, qui je trouve sont en perte de vitesse par rapport à avant où Al-Dohail était mastodonte à l'échelle asiatique. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ils terminent 6e du championnat. Ils vont pas jouer de compétition asiatique l'année prochaine. Voilà. Alors que c'est le 2e club ou le 3e club le plus titré au Qatar. C'est comme quand Lyon, l'hégémonie de Lyon s'est terminée en championnat de France. On pourrait la comparer à ça à peu près. Voilà. Ou Marseille. Ouais. Tiens, j'ai juste une petite question. Qu'est-ce que pensent les Qatariens du passage de Christophe Galtier, notamment sa première saison à Al-Dohail? C'est une catastrophe. Christophe Galtier, c'est une fraude. C'est une fraude. Oui, sans manquer de respect à l'homme, hein, mais en tout cas, ce qu'il nous a fait, c'est honteux. Ici, au Qatar, c'est honteux. Voilà. C'était juste un petit aparté parce que les gens n'étaient pas forcément, mais voilà. C'est marrant. Mais bon. Mais en fait, moi, ce que je peux voir, parce qu'il y a aussi un autre point auquel il faudra discuter, qu'il faut aborder, c'est les faits qui parlent sur le fait que
sur le fait qu'en championnat, on a un club qui domine et qui est Al Sadd et qui ne performe même plus tant que ça en Champions League asiatique. Là, ils ont fait quart de finale cette année, mais bien aidés par le contexte géopolitique. Sinon, très probablement, ils seraient sortis en huitième. Très probable. En tout cas, c'est ce qui était le plus probable. C'est ce qui était le plus probable, pardon. Les années précédentes, même chose. On a Al Sadd qui fait 2-3 choses, mais le reste, c'est famélique. C'est famélique, donc ça c'est un vrai constat d'échec pour la fédération qatari et pour la QSL dans sa globalité. Le résultat étant que 2019, le Qatar est deuxième est classé deuxième de l'Ouest asiatique en termes de coefficient, coefficient club, d'indice coefficient, et maintenant ils sont cinquième ou quatrième, Quatrième, ouais. Quatrième, ce qui est encore une fois grosse baisse. Je veux dire, l'Espagne est deuxième depuis un moment chez nous en Europe. Imaginez-vous si d'un coup elle passe quatrième. Voilà, c'est à peu près c'est à peu près ça, voilà, plus ou moins. Donc voilà, c'est un point réel. Les causes de cette régression peuvent être multiples. Le fait que la Saudi Pro League voisine attire beaucoup plus de talents, même des joueurs de seconde zone, on pourrait appeler, qui auraient pu venir au Qatar, etc., des petits jeunes, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a plus tellement cet attrait pour le Qatar. Il y a peu de nouvelles stars, même de stars en fin de carrière qui arrivent. C'est assez rare. C'est souvent des joueurs des championnats 15e, 20e européens, à peu près, qui vont rejoindre. On pense je sais pas, à Guilherme, ce genre de joueur qui est à l'Olympiakos par exemple. Mais il n'y a plus vraiment cet attrait de joueurs vraiment world class qui pouvaient venir en fin de carrière, comme on a pu avoir à l'époque 2020-2021. Je pense à Mandzukic, je pense à James Rodriguez, je pense à Xavi. On est quand même sur une classe différente pour l'instant, très honnêtement. Oui. Mais après, tu as peut-être d'autres facteurs aussi, parce que tu vois, typiquement effectivement, c'est vrai qu'on voit, il y a de moins en moins de stars, du moins de stars de façon européenne au Qatar, mais c'est vrai que pour le coup, à côté, tu as l'UAEPL, qui est un championnat qui, depuis des années, n'a pas de stars non plus. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes aussi, ce déclin de la QSL, parce que l'UAEPL, au contraire, est en pleine ascension. Après, c'est vrai, ceci dit, avoir quand même été bien au fond il y a quelques années aussi, donc... C'est vrai, c'est aussi un problème de vivier, puisque là, on est en train de vivre une génération dorée du Qatar depuis quelques années, en termes de sélection nationale, mais même, de toute manière, 98% des joueurs de la sélection jouent au Qatar. Donc, de toute manière, les deux sont liés. Mais en tout cas, le vivier est en train d'arriver maintenant sur le deuxième, voire bientôt entamer le troisième tiers de leur carrière. Des joueurs comme Akram Afif, Almoez Ali, etc. Ils sont à la fin de leur deuxième tiers de carrière. Et en fait, derrière, la génération qui vient derrière n'est vraiment pas du tout au niveau. Enfin, c'est pas du tout comparable. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de star générationnelle du niveau de Akram Afif ou d'autres. En fait, la génération qui gagne en 2019, ils ont à peu près tous 22, 24, 25 ans pour cette génération-là qui est en train de monter. Ils étaient 5, 6, 7 à avoir vraiment un bon niveau à l'échelle asiatique, et un ou deux qui sortaient du lot. Là, on n'a pas ça. On a Mohamed Manaï, par exemple, pour ne citer que lui, qui lui est un vrai bel espoir au milieu de terrain. Mais au-delà de ça, la jeunesse qui rentre dans sa vingtaine, la génération qatari fait pas rêver du tout. Donc ça, je pense que c'est aussi une cause. C'est aussi une cause réelle. Et on verra comment ça évolue, puisque à partir de l'année prochaine, la fédération nous a concocté un nouveau règlement qui fait une refonte totale du championnat, et à la fois de la première division surtout de la seconde division, mais la première division est impactée aussi, où du coup la seconde division est supprimée, et fusionnée, pardon. Seconde division est fusionnée avec la division U23, et donc du coup on va se retrouver avec une antichambre de la QSL qui ne sera plus que des clubs professionnels, mais il y aura des clubs professionnels, certains clubs, certaines réserves U23 des gros clubs de QSL,
et l'équipe, et surtout, c'est ça le plus farfelu, l'équipe nationale U23 qui va jouer en seconde division qatari. Ah ouais. Voilà. Bah, Je pense que nos deux réactions, je pense, suffisent pour répondre à la question. Ah ouais, non mais c'est ce qu'on voyait il y a 10 ans au Japon. T'avais l'équipe U23 en 3ème division avec des réserves de club et voilà. Moi c'est aussi ce qu'on voit en Belgique sans l'équipe U23 quoi, mais avec les réserves etc. Et c'est pas forcément très très bien non plus, mais après. Mais non, voilà. parce que comment tu fais enfin, je vais te donner un exemple très pratique, très pratique. Probablement, tu risques d'avoir la réserve d'Al-Sadd, la réserve de Duhail, peut-être Al-Rayyan et l'équipe nationale U23 en termes de réserve, tu vois, U23, etc. Le reste, ça va être des clubs de seconde division. Très bien. Mais alors, sauf que ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est que qui compose l'équipe U23 nationale? Les jeunes de la réserve d'Al-Sadd et de la réserve de Duhail et de la réserve de Rayyan. Tu fais comment? Ben, c'est ça, mais c'est sûr. Mais c'est pareil. Ça n'a pas de sens. Ça serait pareil s'ils faisaient ça en Arabie Saoudite, vu que littéralement les joueurs viennent de 4 clubs. Si tu mets les 4 clubs et les U23, t'as le même problème là. Ouais, c'est. Ben, c'est ça. C'est particulier. J'avais pas vu, enfin, j'avais vaguement lu un peu ce que ça disait cette réforme, mais dis donc, je pensais pas à ça. Et ouais, non, c'est pas très. Ils l'ont médiatisé en anglais en fait. Ils l'ont médiatisé en arabe. Ils ont sorti un communiqué en arabe de 1 page pour expliquer la refonte de tout le football qatari. Ils t'ont expliqué ça en un one-pager où on comprend rien du tout parce que vraiment il y a zéro explication. Et c'est dans les articles qui ont suivi ensuite dans les journaux en langue arabe, etc. où là on a pu comprendre un peu plus. Mais donc ça c'est le changement majeur. Mais au-delà de ça, tu as un autre changement qui va énormément impacter la ligue. C'est que déjà, comparé à la Saudi Pro League, qui a de mémoire 9 slots étrangers, 8 ou 9 je crois. Je pense que c'est même pas passé à 10 maintenant. Mais il y a des slots avec des U23. Genre, je crois que c'est 8 plus 2 joueurs de moins de 23 ans, un truc comme ça, quoi. Ok, voilà. Et ben maintenant au Qatar, avant, donc tu as la Saudi Pro League qui est à 10, on va dire 8 plus 2, U23. Le Qatar, jusqu'à maintenant, c'était 5 étrangers, peu importe le continent, plus 2 étrangers asiatiques. Ça te permettait de piocher un peu Corée du Sud ou même des pays arabes, toi, Iran. Jordanie, pas mal, Jordanie, on a pas mal. Voilà, Yazan Al-Naimat, par exemple, qui est au Qatar, et d'autres. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait jusqu'à cette saison, 2025-2026. À partir de la saison prochaine, ils ont passé ça en 3 plus 2. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 étrangers, plus 2 U23. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'après, le but est d'essayer d'avoir un vivier d'élever le niveau du vivier vers le haut, en tout cas, et encourager le football qatari, mais il faut voir les répercussions long terme sur le plan continental, en fait, parce que c'est risqué. C'est très risqué. C'est risqué surtout, enfin, de ce que je vois, c'est surtout risqué à cette période-là, parce que moi, de ce que je vois dans les sélections U23, U20, le Qatar actuellement n'a pas le niveau est très très loin sur les équipes jeunes. Après, je sais que ça représente pas forcément, oui. voilà. Bah, on a vu la coupe d'Asie U17, voilà. Ils se sont fait tarter. Bah, c'est ça. Ils se sont fait tarter, donc. C'est ça, donc c'est risqué de faire ça sans avoir la garantie d'avoir une bonne jeune génération qui suit, qui pourra renflouer du moins les clubs principaux, quoi. Enfin, je trouve ça risqué, effectivement. C'est très risqué, et franchement, moi je suis vraiment pas convaincu par cette initiative. Cette initiative est plus ou moins mise en œuvre par la FIFA, en fait, plus ou moins. C'est-à-dire que c'est poussé par la FIFA. Donc faut voir ce que ça donne, faut voir est-ce que c'est positif ou pas. Moi je pense, j'ai une théorie dans le coin de ma tête, qui est que cette refonte de la seconde division devrait la faire passer normalement à 16 clubs si je me trompe pas, te permettrait ensuite de faire mener la voie pour promouvoir plus de clubs et de passer la QSL de 12 clubs à 16 ou un truc comme ça, pour se conformer aux nouvelles règles AFC. C'est là que tu dois me corriger. Il me semble les nouvelles règles AFC mentionnent que à partir de l'année d'après, 2027-2028, si pour les championnats qui ont moins de 16 équipes ou 18 équipes, les slots seront réduits au prorata. Si par exemple le deuxième de l'Ouest, il peut avoir 4 slots en Elite, 2 slots en Champions League 2 et 1 slot
Challenge, comme elle s'appelle. Ouais. Et ben, s'ils ont moins de clubs, genre 12 clubs, et ben, ce sera réduit à genre 3-1-1 ou 3-1-0, par exemple. Je suis pas sûr, mais c'est vrai qu'effectivement, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Et puis, ça correspond bien au fait que t'as beaucoup de championnats qui augmentent beaucoup leur slot, du moins les championnats avec on va dire, de l'ambition. T'as l'Ouzbékistan qui a augmenté ses slots, t'as la Saudi League qui a augmenté ses slots, à l'Est, le Japon récemment qui est passé 18 à 20. On n'a rien encore pour la Corée du Sud, donc je sais pas si eux, ça. Après, la Corée du Sud et la CL ces dernières années, c'est pas trop leur truc. Mais je sais pas si, ouais, il y a aussi je sais pas si ça va être appliqué, mais en tout cas, effectivement, il me semble que ça discutait. Et du coup, ça serait effectivement logique que le Qatar veuille passer de 12 à 16, ouais. Ça serait, voilà. C'est ça. Mais après, voilà, faut voir Mais- comment ça se, Mm. comment ça se goupille, comment ça s'organise, etc. Faut pas que ce soit fait Ouais. bêtement, quoi. Et puis le problème, c'est que quand dans un championnat à 16, t'as beaucoup plus de risques d'avoir un niveau très hétérogène et ça ferait perdre un peu de. Voilà. Quand on voit typiquement en Ouzbékistan cette saison, passer de 14 à 16, il y a eu des avantages, mais t'as l'inconvénient que t'as un club comme Meshal Moubarak, qui est lanterne rouge du championnat. Après 12 journées, ils avaient pas marqué un seul point, quoi. Donc, et ça, Ça, ouais. c'est vraiment dommage. Et c'est un peu le problème de vouloir augmenter les slots comme ça, sur décision de l'AFC, qui l'AFC quoi, globalement prend ses décisions un peu, bon bah tiens on va faire ça, ce qui fait que ouais, c'est un peu dommage. Tout à fait, tout à fait, Mais tout à bon. fait. Je suis en train d'essayer de retrouver le Ouais. nouveau règlement, là. Je sais que je l'avais tweeté Ouais. quelque part, pour pas dire de bêtises, si c'est Mm. 3+2 ou 5+2, mais il me semble que c'est 3+2, que c'était ça le scandale. Et que, en tout cas, à ce propos, les réactions des journalistes et des suiveurs, etc., étaient très, très, très pessimistes par rapport à un changement qui est tellement lunaire. Mm. Lunaire. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Et- non, je l'ai pas trouvé, en fait. Parce que 3 plus 2, au final, donc tu auras un 5, ce sera au même quota, entre guillemets, qu'en J-League. Sauf que la différence, c'est que la J-League, c'est toujours un championnat qui a relativement été... déjà, qui a eu la formation pour... la formation qualitativement et surtout quantitativement pour suivre. Et puis, en plus de ça, c'est un championnat qui a toujours été habitué à vivre... qui pourrait vivre du moins en autarcie sur lui-même. Là où la QSL, Clairement. c'est un championnat qui est très très intégré au football moderne. Donc... être aussi strict d'entrée, c'est vrai que directement, c'est quand même assez. Ça pose quand même quelques questions, quoi. C'est clair. Non, mais il y a une vraie question. Il y a une vraie question. Voilà, je l'ai retrouvé. C'est. Alors, +2. Alors, attends, là, on va voir. 5+2. 5+2, pardon. Ouais, J'ai eu peur. Bah, ça reste quand même 5, moins là, que beaucoup de championnats alentour, quoi. Ouais, c'est 5+2. Mais c'est ça, mais c'est vraiment faible. C'est vraiment faible. Parce que du coup, honnêtement, tu dégages 2 slots d'étrangers. Parce que là, tu étais à 5+2. Mm. Mais les deux, c'était des étrangers asiatiques. Là, maintenant, tu vas passer sur des U23. Mm. Plutôt que. Et c'est complètement. Enfin, ça change la dynamique. Mm. C'est pas. Il n'y a pas beaucoup du 23 qui vont vouloir venir en Qatar Star League. Mm. Voilà. Après, On a Isaac Liadji qui est venu, mais sinon. ouais, mais après, est-ce que c'est sur ces. Tu me corrigeras peut-être, mais après, est-ce que ces deux slots du 23 qui seront permis et dont les clubs vont sûrement essayer de tirer le plus profit possible, est-ce que ce sera pas, entre guillemets, pour faire venir des jeunes dans un but de naturalisation, d'avoir sécurisé des jeunes pour une naturalisation? Ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas parce que, en effet, c'est quand même ce qui se passe sur beaucoup de jeunes enfin là, beaucoup de jeunes qui arrivent. Les bons qui sont en sélection nationale, c'est quand même des gens qui ont été naturalisés, qui sont tunisiens d'origine ou égyptiens ou autres. Donc ouais, c'est possible, c'est possible. Vu que la Saudi League le fait, après pour le coup la Saudi League c'est pas forcément dans un but de naturalisation, mais après je pense que si l'Arabie est capable, enfin si l'Arabie se retrouve dans une situation où t'as potentiellement un jeune à naturaliser qui en aurait besoin, je me doute qu'ils le feront. Donc je pense qu'effectivement le Qatar aussi, puis ça me dit que le Qatar aussi veut affirmer le fait que eux aussi veulent attirer des jeunes, enfin voilà, je pense qu'il doit y avoir aussi une question d'image directement, D'ego. Ouais, d'ego, voilà, c'est ça, d'ego, c'est effectivement. Avant de boucler sur la QSL, j'ai envie de parler un peu de cette saison. Donc, avec un petit club qui a quand même un peu surpris tout le monde, qui est Al Shamel. Je sais que tu as écrit un article dessus, je le mettrai en description. Voilà. Mais raconte-nous un peu cette saison de QSL qui était quand même assez intéressante. Moi, j'ai un peu renoué avec ce championnat cette année, j'avoue.
Eh ben, moi tout pareil, parce que malheureusement, ces dernières années, la QSL avait perdu de son panache et de son intérêt par le fait que c'était plié match 4 en général. Match 4 à cause de, voilà, de grosse domination d'Al-Sadd. Cette saison, super saison, comme tu l'as dit, d'Al-Shamal, qui est avec son coach qui a été nommé l'année dernière, en milieu d'année dernière, a vraiment fait une saison exceptionnelle, vraiment, vraiment exceptionnelle. Ils ont terminé deuxième en ayant été challenger pour le titre toute l'année. Et surtout, ils ont occupé la première place pendant la moitié de la saison quasiment. Euh, leur destin s'est joué sur une finale Al-Sadd, le premier contre le deuxième. Il y avait un point d'écart au début du match. Et tout s'est joué sur ce dernier match, qui était un match fou d'ailleurs, qui s'est terminé par 4-3, vraiment un score serré en fait. Ouais, Comme ouais. toutes les confrontations entre Al-Shamal et Al-Sadd cette année, qui se sont rencontrés plusieurs fois, à la fois en coupe et en championnat. Et à chaque fois, Al-Shamal a vraiment montré un beau visage. C'est une équipe qui s'est transformée, c'est une équipe qui était en deuxième division encore il y a 2 ans. Ils étaient en deuxième division, ils n'ont jamais vraiment montré quelques visages que ce soit, quelques visages positifs que ce soit. Mm. Ils n'ont jamais vraiment été éblouissants. Ils se sont jamais qualifiés en compétition continentale asiatique. Et là, l'impulsion de ce nouveau coach qui change la donne. Quelques nouveaux joueurs aussi qui arrivent. Je pense qu'on a déjà cité tout à l'heure, Mohamed Manaï au milieu de terrain. Mm. C'est un Golgoth d'1,90 m, bien physique, bien 1,90 m en Asie. Oui. Pour ceux qui nous suivent, c'était pas du tout. C'était vraiment grand. Hein. C'est pas, Ouais, on n'est ouais. pas, c'est pas l'Europe. Hein. C'est vraiment Mm. la moyenne de taille, c'est 1,70 en général, 1,75. Mm. Hein. Donc non, non, 1,90 c'est très très grand. Il est bon balle au pied. Et on a eu surtout le retour en grâce de Bardad Bounedjah, l'attaquant algérien, qui a marqué la Qatar Star League avec Al-Sadd pendant plusieurs années. Il a quitté le club en 2024 pour rejoindre Al-Shamal et il s'est relancé là-bas. Il était en perte de vitesse, il était plus vraiment titulaire et puis il faisait pas des bonnes prestations. Il s'est relancé avec Al-Shamal, il a vraiment retrouvé une seconde jeunesse. L'année dernière, il termine deuxième meilleur buteur. Cette saison, il fait encore une très 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 grosse saison. Je ne sais plus exactement combien de buts. Mémoire 12, voilà, 9 buts cette saison. 9 buts cette saison et 4 passes décisives. Il est le sixième goal scorer de la ligue. Et franchement, c'est un joueur vraiment, vraiment, vraiment important pour la réussite d'El Chamal cette saison. Qui a vraiment ébloui tout le monde et on y aura cru jusqu'à la fin. Un peu, peut-être l'exploit d'un club venu du Nord, tout petit club, avec un tout petit stade. Et voilà, Mm. ça a été vraiment, vraiment très intéressant. Vraiment très intéressant. Et derrière pour la bataille pour la troisième place, c'était aussi super intéressante entre Al Rayyan, Al Gharafa et Al Duhail, qui se sont tirés la bourre un peu toute la saison. Mais voilà, au final, c'est Al Rayyan qui aura pris la troisième place. Mais voilà, c'était vraiment une belle saison cette année, Mm. un peu perturbée par la géopolitique, mais, Mm. mais belle saison. Ouais, franchement, belle saison. Honnêtement, il y a quelques années, moi, la QSL, c'était un peu le championnat, on va dire, dans le trio de la péninsule arabique que j'aimais le moins. Honnêtement, cette année, c'est celui que j'ai préféré suivre parce que aux Émirats, tout était plié très vite. Il y a eu quand même quelques duels, mais globalement, Al Ain et Al Ahly étaient au-dessus. Et en Arabie Saoudite, moi, je le dis, j'aime pas ce que devient le championnat. Je trouve que toutes les équipes historiques sont en train d'être reléguées en deuxième division. Bref. Donc franchement, la QSL, Ouais. pour l'an prochain, c'est un championnat même si bon, voilà, tu recommanderais. Ça, c'est une bonne période de la QSL pour Non, t'y bien sûr, mettre. Ouais, c'est ouais. la bonne période en termes de spectacle, Mm. puisque tu n'es plus sur cette période où tout où Al-Sadd domine et rien, enfin, il n'y a pas de suspense. Mm. Là, je pense que
il peut y avoir du suspense. En tout cas, il peut y avoir des belles surprises et des belles histoires comme on a eu cette saison avec El Chamal. Ouais. On va Donc, espérer que l'année prochaine, oui. peut-être, El Chamal va prendre sa revanche. On verra. Ouais, ouais, ouais. On verra. Donc voilà, la QSL l'an prochain, en tout cas, je suivrai beaucoup plus et voilà, je vous invite également à les suivre beaucoup plus parce que c'est vraiment un championnat qui, même si voilà, on en parlait tout à l'heure, il y a quelques réformes qui peuvent laisser sceptiques, ça reste quand même un championnat qui est devenu très sympa à regarder. On va passer sur un autre point, on en parlait un peu tout à l'heure, notamment avec l'équipe U23, donc ce troisième point, on va parler vite fait de la formation, parce que le Qatar a quand même en Asie, grâce à l'Aspire Academy, avait été pas mal en avance. Où elle en est cette Aspire Academy? Écoute, officiellement, elle est toujours ouverte. Le Qatar, il faut savoir que c'est une fédération et c'est un pays en général qui communique peu. Il y a Oui, peu d'infos qui filtrent. C'est assez compliqué d'avoir des informations et quand tu poses des questions, en général, on répond pas. oui, Pour m'être pris plusieurs murs plusieurs fois, moi aussi. bon, si c'est des questions qu'on veut pas répondre, on t'aura pas de réponse. Voilà. Donc, c'est simple. Donc c'est pas facile d'avoir des informations. Toutefois, encore une fois, il y a les informations qu'on va avoir d'un côté, mais il y a surtout les faits qui parlent. Et pour l'instant, des jeunes qui sortent d'Aspire, on n'en a pas vu, que ce soit dans le football ou dans d'autres sports, parce que Aspire était, c'est tout le principe, c'était à la fois le football, mais aussi d'autres sports. On pense à l'athlétisme, notamment. On a eu quelques champions en athlétisme en course. De mémoire, il y a du 400 mètres haies, il y a du lancer de poids, et surtout, il y a le saut en hauteur avec Montaz Barchim, qui est une des légendes du saut en hauteur mondial. Il détient le deuxième, il détient le deuxième record du monde. Enfin, il est deuxième à la hauteur la plus haute sautée, juste derrière le record du monde, à quelques mètres, je crois 2-3 mètres, 2-3 centimètres, pardon. Donc non, c'est quand même quelqu'un. Mais toute cette génération dorée dans tous les sports qui a éclos autour de 2015 à 2020, pour l'instant, il n'y a pas de suite. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de relève. Pour l'instant, on ne voit pas de nouveaux profils qui sortent d'Aspire, vraiment qui sortent du lot. La jeunesse, pour l'instant, la jeunesse qatari qui joue en équipe nationale, c'est beaucoup des enfants de travailleurs immigrés, etc., que ce soit marocains, kenyans, soudanais, plein d'origines différentes. Mais il y a peu ce côté Aspire Academy from the ground up, vraiment qui partent de zéro et qui sont formés qui sont éduqués football, ils mangent football, ils vivent football. Pour l'instant, moi je vois pas ça pour l'instant. Mais Je c'est vois vrai plus que ça en tout cas. je m'étais renseigné il y a quelques temps, notamment quand je préparais à la base je devais tourner un format tout seul, puis je me suis dit que ce serait plus sympa de le faire avec toi, mais je m'étais renseigné un peu sur l'Aspire, et c'est vrai que pour trouver des informations, mais c'est scellé, hein. Mais je me suis même demandé, à cet instant, si elle avait pas fermé, parce qu'il y avait zéro fois, je me suis dit, puis ensuite, bah non, mais Elle est ouverte. ouais, elle est ouverte, mais Elle est ouverte. Moi, je sais que là, demain, j'ai des frères en bas âge. Si je veux les mettre à l'Aspire Academy, je peux. ouais, C'est cher, mais je peux. ouais. Après, Hmm. c'est pas, ils seront jamais Messi, donc, Oui. donc ça n'a pas d'intérêt. Ah bon, Mais, ça sait-on mais ça jamais. existe. Après, c'est pas du talent. Là, en tout cas, le talent qui est sorti, moi, je soupçonne qu'il y avait beaucoup de propagande par rapport à la Coupe du Monde. Hmm. Que l'idée était quand même était de préparer la Coupe du Monde et de préparer même l'organisation de la Coupe du Monde avant même d'avoir soumis l'offre, parce que l'Aspire Academy a ouvert en 2005 et l'attribution de la Coupe du Monde 2022 a eu lieu en 2010. Mais je pense que tout ça faisait partie d'un plan pour le sport 2022. Les organisations d'événements, etc. Il y a eu la Coupe du Monde de handball en 2015, il y a eu les mondiaux d'athlétisme en 2019, il y a eu énormément de grands événements sportifs qui sont passés ici au Qatar. Et depuis la Coupe du Monde 2022, hormis quelques compétitions football, l'Arab Cup à 2 reprises, la Coupe d'Asie, etc., il y a, et de temps en temps les éliminatoires à la Coupe du Monde. Il y a eu très peu d'événements sportifs à grande échelle au Qatar, en tout cas ces derniers mois, ces dernières années. On verra. Est-ce que c'est la fin de cette Aspire Academy?
Je doute que ce soit fini, puisque les investissements qu'ils ont et les parts qu'ils ont dans Eupen et Cultural Leonesa sont toujours d'actualité. On voit notamment que le latéral gauche titulaire, Homam Amin, est actuellement en prêt au Cultural Leonesa, en deuxième division espagnole. Donc, c'est encore un lien qui existe. Après bon, c'est vraiment pas du niveau d'avant. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'est vrai que le Qatar, entre guillemets, a organisé sa Coupe du Monde, sa Coupe d'Asie, mais c'est vrai que depuis, c'est un peu calme. On voit quand même régulièrement, oui, comme tu disais, les matchs de barrage, etc. Même des Coupes d'Asie jeunes qui étaient au Qatar, je sais plus laquelle c'était, mais voilà. Ouais. Il devait y avoir avant le lancement du conflit, le conflit qu'on a eu au mois de mars, il devait y avoir la finalissima et quelques autres matchs amicaux. Qui devait se passer. Ils avaient fait une sorte ils avaient tourné ça sous une forme de tournoi à 4 équipes où tu avais Argentine, Espagne, Serbie, Qatar. Et en gros, ça te faisait une excuse pour le Qatar d'avoir 2 petits matchs amicaux au mois de mars avant la Coupe du Monde. Ce que du coup, ils n'ont pas eu, malheureusement. Mais malheureusement pour eux, puisque là, ça c'est quelque chose dont on pourra reparler. Mais on parlait de la dynamique tout à l'heure du Qatar. Le dernier match officiel du Qatar, c'est en décembre. Contre la Tunisie. Et on est au mois de mai, il n'y a pas eu de match depuis. Et il y a 2 matchs amicaux. Il y en a un contre l'Irlande dans 2 jours, jeudi. Et ensuite, il y en a un contre le Honduras dans 1 semaine. Et ça. Il y a pas. En termes de préparation, on a connu mieux. C'est vraiment. Ah oui, c'est clairement. C'est digne de la préparation de la France à Naïsna. Ouais. Mais du coup, là où je voulais revenir, c'est que donc il y a eu quelques trucs hostés, mais voilà. On voit que maintenant l'Arabie Saoudite se positionne beaucoup pour hoster entre guillemets des compétitions. T'as eu récemment la Coupe d'Asie U17. Enfin, ils l'ont prise vu le bazar que ça a été. Le Qatar, leur gars a été, on aurait préféré que ce soit au Qatar, parce que pour le coup au Qatar c'était quand même vachement plus carré. Mais voilà. Alors c'est faire. Ah ouais, ça c'est sûr. Par rapport à l'Arabie. Force, hein. Ah non, grosse force aux journalistes présents sur place pour la Coupe d'Asie U17 parce qu'ils avaient pas les feuilles de match, ils voyaient que dalle sur le terrain, l'éclairage était raté, il y a rien qui allait. Les caméramans, je préfère pas en parler pour ceux qui regardaient sur YouTube, c'était un cauchemar. Ils se sont crus sur FIFA, je crois. Ah ouais, vraiment. Enfin, voilà. Du coup, est-ce que, entre guillemets, avec tous ces événements que le Qatar hostait, est-ce qu'il n'y avait pas, on va dire, une volonté différente de l'Arabie, dans le sens où je trouve que l'Arabie essaye vachement de se positionner sur l'Occident, surtout l'Europe, avoir une visibilité, une légitimité en Europe. Est-ce que là où le Qatar essayait pas d'avoir une légitimité davantage sur le continent asiatique? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je suis plutôt d'accord. Moi, je retiens juste le message qui a été transmis par les. Encore une fois, c'est politique. Oui. Mais même politique, c'est quand même révélateur en général de l'intention, puisque dans ces pays-là, on n'a pas vraiment de différence entre fédération de football et les politiques, puisque c'est la même chose en fait. Oui. Voilà, tout vient c'est from top down. Donc, de toute manière, voilà. Mais en tout cas, la volonté de cette Coupe du Monde, et ça avait été dit à plusieurs fois, à la fois par l'émir père lors de l'obtention et l'émir actuel pendant l'organisation, etc. Il voulait faire une Coupe du Monde qui représentait tout le peuple arabe dans sa totalité. Je trouve que c'était axé et que la communication, etc. Il y avait beaucoup de choses qui étaient axées autour du Moyen-Orient, autour du Golfe, autour du monde arabe en général. Que ce soit la communication, ou juste même, comme on dit, les événements qui sont hostés, etc. Le but était d'être une grande fête pour le Moyen-Orient, etc. Là, la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, t'as plus l'impression que c'est pour satisfaire les États-Unis et pour imiter ce qu'a pu faire le petit voisin qatari. C'est plus ou moins là, sans aucune rivalité. Moi, j'ai aucun grief envers aucun pays. Je suis apolitique, j'ai pas de problème avec ça. Mais je rentre pas là-dedans. Mais c'est l'impression que ça donne en tout cas. Et puis de toute manière, c'est l'impression qu'on voit avec tous les méga projets qui avaient été commencés en Arabie Saoudite. On pense à The Line, on pense à Neom en général, on pense à la station de ski, etc. Les Jeux Olympiques d'hiver asiatiques. Tous ces super projets qui, on verra, l'avenir nous dira, mais c'est quand même assez mal parti. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, l'exécution dans la volonté des grands projets, c'est pas fait encore. Oui, clairement.
Clairement. Moi, effectivement, je suis content de voilà. J'avais un peu cette impression-là globale, donc voilà. Et effectivement, parce que le Qatar a eu aussi peut-être cette, on va dire a été beaucoup plus raisonnable sur ses projets, ce qui a permis aussi que ça se concrétise relativement mieux que ce qui se passe en Arabie aussi globalement. Non. Oui, bah c'était moins dans l'extrême. Voilà, c'était moins ça. Dans l'extrême. C'était raisonnable. Voilà. Raisonnable. Mais on en bénéficie encore maintenant, hein, parce que tous les aménagements qui ont été faits pour vivre ici au quotidien, tous les aménagements qui ont été faits sur les infrastructures publiques, de routes, de transports publics, etc. Ça change la vie, hein, parce que c'est le Qatar de 2014 et le Qatar de 2026, même de 2020, ils avaient achevé les travaux en 2020. C'est pas du tout mais c'est le monde le jour et la nuit, hein. Donc c'est une vraie transformation d'utilité publique en plus, c'est ça l'avantage. Ouais, très bien. On a fait globalement un bon petit tour sur la formation, puis on a divagué un peu sur tout. Voilà, c'est le tout, c'est pas de se fixer non plus. C'est voilà, on divague un peu. Là, on va re-rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la Coupe du Monde, l'objectif Coupe du Monde, et on va parler notamment de cette liste que t'évoquais tout à l'heure, qui était un peu, qui pouvait laisser sceptique. Je vais vous l'afficher à l'écran, cette liste. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Déballe tout ce que tu as à dire, vas-y, fais-toi plaisir. Sur globalement ton impression globale liste, déjà. Ouais. C'est une liste avec des absents, des absents importants. C'était une liste où, bon, là on voit que c'est la liste, je l'appelle la seconde préliminaire parce qu'il y a 28 joueurs sur cette liste. On sait qu'il va y en avoir 2 qui vont sauter, probablement un des 4 gardiens, ou peut-être même 2. Mais cette liste, à mes yeux, sur plusieurs aspects, à la fois sur les joueurs qui ont été sélectionnés et sur la cohérence globale du projet, pour moi, il y a un vrai problème. On va commencer par les joueurs qui sont absents. On a le Qatar n'est pas un vivier qui est énorme. C'est pas du tout, c'est pas une liste XXL. Enfin, on n'a pas la possibilité. La liste préliminaire n'était même pas de 55, c'était de 36, je crois. Parce que de toute manière, aucun intérêt de prendre plus. Et même dans cette liste préliminaire, on avait 5 gardiens sélectionnés. Sur les 5 gardiens, t'es pas foutu d'avoir le gardien de l'année en Qatar Star League. Ah. Non, mais t'es pas. Tu vois, il manque dans l'équipe, il manque des joueurs de rotation en défense centrale, sur la liste qui va aller à la Coupe du Monde, sur les 28 là, qui vont au match amical en Irlande, la première étape vers les États-Unis. Tu pars avec, sur toute ta ligne de défense, donc latéraux, centraux compris, à 6 joueurs en défense. La rotation est scandaleuse. Tu t'es permis d'enlever central et en la personne de Bassam Al-Raoui, qui a joué les 2 dernières Coupes d'Asie, qui est un de tes piliers, même s'il est irrégulier et qu'il a été souvent blessé, ça reste un pilier de ta rotation, il n'y a même pas de débat dessus, tu te permets de ne pas le prendre, je comprends pas. Surtout quand tu vois la défense centrale, c'est Boralem Khoury, 34 ans, Lucas Mendes, 35 ou 36 ans. Je pense que un peu de jeunesse et avoir potentiellement quelqu'un qui peut courir, ça peut être utile dans certains matchs. Tu vois. Mais là, t'as 2 options en défense centrale. Et en remplaçant, il me semble que t'as même pas Tarek Salman, si je me trompe pas. Parce qu'en fait, Salman, je crois il aurait été suspendu pour les 2 premiers matchs de groupe, je crois. Parce qu'il avait fait une boucherie. Voilà. Non, c'est vrai. Voilà. Il avait fait une boucherie contre les Émirats Arabes Unis. Mais ne pas le prendre, est-ce que ça sous-entend possible de dire, bon, de toute façon, on postera pas les poules, donc. Ça donne presque cette impression-là. Alors d'accord, moi j'ai pas de problème à dire de toute façon tu passes pas les poules, mais pourquoi tu prends 4 gardiens alors? Ah oui, non mais ça, oui, mais ça. Prends des slots, prends quelqu'un d'autre, prends des défenseurs. Ah ouais, non mais. Centrale, c'est 34, 36 ans. C'est sans leur manquer de respect, ils sont très expérimentés, mais c'est des charrettes. Tu vas te retrouver face à la Suisse, face au Canada, et tu vas te faire manger tout cru. C'est pas possible. Ah, oui. C'est même la Bosnie d'ailleurs, tu vas te faire tuer. Ça n'a pas de sens. Pour moi, il manque des joueurs clés. On a parlé de Salman, suspendu. On a parlé de Bassam Al-Raoui. Là maintenant, je vais parler de Mohamed Ouahad, qui est un des seuls couteaux suisses que tu as dans ton effectif, qui peut jouer central, raisonnablement bien, qui peut jouer latéral gauche
la majorité du temps il joue latéral gauche et qui peut jouer milieu centre, qui dépanne à tous tes postes, t'as pas pris. T'as préféré prendre Abdelaziz Hatem, 36 ans, qui est quasiment plus titulaire dans son club. Je comprends pas. Je comprends pas. Désolé, je comprends pas. Ah non, mais je te rassure, ça n'a pas de sens. j'ai pas compris non plus, hein, franchement, c'est... Ouais. Non, je comprends pas. Et là, on parle de ça, mais il y a encore d'autres absents où même il y avait des. Dans la liste préliminaire, tu prends. Alors pour l'histoire, j'ai envie de te dire, si tu le prends dans la préliminaire, et quitte à prendre une liste aussi scandaleuse, prends-le à la Coupe du Monde. Sébastien Soria, 41 ans. Ça, c'est une histoire et c'est magnifique comme histoire. Natif d'Uruguay, de Paysandú. Il a fait une grande partie de sa carrière au Qatar, naturalisé. Il est un des meilleurs buteurs. Il a été dépassé par Almoez Ali il n'y a pas longtemps, mais il est deuxième ou troisième meilleur buteur de la sélection qatari. Grand personnage du football qatari, pas de problème. J'ai pas de problème de le prendre pour la Coupe du Monde, mais il n'y a pas des meilleurs postes, il n'y a pas mieux. En fait, il y a mieux. C'est ça le pire, c'est qu'il y a mieux. C'est pas comme, c'est pas, on demande pas Michael au lycée, on demande des joueurs, une cohérence avec un nombre cohérent de défenseurs, un nombre cohérent de milieu de terrain, et un nombre cohérent d'attaquants. On est sur une liste où si on compte les ailes, là, Ghanéi qui fait une très bonne saison, rien à dire, pas de problème. T'as Almoez Ali, Akram Afif, ça, pas de débat, d'accord. Tu prends Mohamed Muntari qui est fantomatique depuis 2 ans, je comprends pas. Tu prends Youssef Abderrizak qui est même pas titulaire dans son club, je comprends pas. C'est encore une fois, c'est des choix que je comprends pas. Des choix que je comprends pas. Donc t'as 6 attaquants, mais t'as 6 attaquants pour une pointe et 2 ailiers, mais pour 2 centraux, 2 latéraux, voire 3 centraux, 2 latéraux, t'as 6 mecs. Ça n'a pas de sens. 6 mecs aussi, c'est pas logique, vraiment c'est pas logique. Non, ouais. Voilà, c'était mon coup de gueule, excuse-moi. Hein, mais... Ah non, mais ça fait ça m'a fait plaisir. On sentait qu'il y avait vraiment, t'avais besoin de l'exprimer. Ouais, ça, voilà. Non, mais oui, clairement, c'est vrai que c'est une liste d'autant plus problématique. Enfin, dommage que t'as un groupe qui est plus abordable qu'en 2022. En plus, t'as l'expérience 2022. T'avais moyen même sans parler parce que la Suisse ça va être compliqué. La deuxième place, voilà, mais t'as au moins le moyen d'aller chercher la troisième place. De passer moi, je pense le parcours raisonnable, c'est d'aller chercher la troisième place. Si tu fais un bon résultat, tu vas glaner une victoire contre. Allez, au hasard, on va faire pique-nique douille. Je dirais la Bosnie. Pareil, au vu du contexte global qui entoure la sélection bosnienne et la liste qui a été prise avec quand même des absents aussi. Eux aussi, ils ont eu des sacrés absents quand même. De mémoire, je crois que c'est des raisons un peu politiques, etc. Mais il y a eu beaucoup d'absents dans la liste bosnienne. Tu peux, excuse-moi, le double champion asiatique, il peut se permettre en théorie de rêver de battre la Bosnie. Oui. En théorie, sur le papier, il n'y a pas de problème. Mais au vu du contexte où tu restes sur une année, j'ai les chiffres qui sont scandaleux d'ailleurs, où tu restes sur une année 2025. Alors attends, j'ai les chiffres mais je les ai perdus parce que je suis un handicapé. Bon, c'est pas grave. Mais de mémoire, sur l'année 2025, sur 12 matchs, t'as 3 victoires ou 4 victoires. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ouais. C'est pas du niveau d'un double champion d'Europe. Imaginez-vous l'Espagne qui arrive en 2014. L'Espagne de 2014 qui sort de 2010, Euro 2008, Euro 2012, Coupe du Monde 2010. Mais voilà, le Qatar est censé avoir ce statut-là hors Coupe du Monde. Il est censé venir avec le statut double champion continental. Et il a frappé l'Asie 2 fois. Mais pourtant, non. La liste, elle fait peur. La dynamique est catastrophique. Et t'as changé depuis la Coupe du Monde 2022, il y a 4 ans. Il y a eu 4 coachs. Félix Sanchez qui s'est fait limoger un mois après la Coupe du Monde. Pourquoi pas le faire direct? Tu l'as fait un peu après. T'as fait venir Carlos Queiroz. Un fiasco complet, puisque tu passes d'une équipe, ça fait 8 ans qu'il joue possession de balle, jeu offensif, à terrorisme et Mourinho Ball. Oui. Excuse-moi, mais c'est pas possible. Ah non, mais t'inquiète, Queiroz, j'en pense pas moins.
enfin, voilà, c'est pas possible de changer du tout au tout comme ça. Je comprends pas déjà le casting de Queiroz. Oui, c'est un grand nom, mais d'accord, mais bon, Christophe Galtier, c'est un grand nom, c'est pas pour autant que, hein, voilà. Oui. Après, tu prends Tintin Marquez, qui doit être un intérim. Bon, il fait une super Coupe d'Asie, donc tu le gardes, mais 6 mois plus tard, il saute parce que les éliminatoires, c'est une cata. Enfin, c'est quand même la stabilité, c'est horrible en fait. C'est Oui. horrible. T'as pas de stabilité, t'as pas de continuité, et t'es sur un groupe qui change de coach tous les ans en fait. Mm. C'est pas normal. Enfin, c'est pas sain du tout. Ouais, c'est ça. Mais clairement, et là, Lopetegui, bah, comme tu l'as dit, le bilan est compliqué. Est-ce que dans le jeu, est-ce qu'il y a quelque chose qui te. Genre, est-ce que tu as des différences par rapport à Marquez avant? Qu'est-ce que concrètement t'inspire? Honnêtement, c'est similaire à la philosophie. Même tu peux dater à la philosophie de Sanchez. Ça reste les principes espagnols qu'on connaît bien, avec la circulation du ballon, essayer de construire. C'est bien, c'est des bons principes. Il y a quand même certaines fois où ce serait bien de balancer un peu devant et puis voir Mm. ce que ça donne. Surtout quand tu vois la qualité de jeu au milieu de terrain. Mais, mais bon, c'est des belles intentions. C'est le football qu'on aime voir. Et quand les joueurs sont dans une bonne forme et que il y a aussi une autre condition, et celle-ci est sine qua non, et que Akram Afif est en forme, et Mm. il est en jambes, il est en réussite, etc. En général, le Qatar peut s'en sortir. Mm. Mais on l'a très bien vu lors des éliminatoires, et on l'a vu lors de plein de compétitions. En fait, ça fait 8 ans que c'est comme ça. Le Qatar, si Akram Afif n'est pas en forme, c'est très 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 compliqué, Mm. pas dire perdu d'avance, puisque le jeu entier tourne autour d'Akram Afif. C'est un élément central de cette équipe. Ça l'a toujours été depuis plusieurs années maintenant, Mm. mais encore plus depuis 1 ou 2 ans, où Hassan Al-Haïdous, qui était l'autre pendant sur l'aile droite, Mm. il jouait un peu meneur de jeu sur l'aile, un peu entre le milieu et l'aile droite. Là, il a quand même 36 ans. Mm. Il a annoncé sa retraite internationale à la fin de la Coupe d'Asie avant de revenir pour les éliminatoires. Donc là, il est dans la liste, mais il est plus dans un rôle de super sub qu'autre chose, Mm. et de capitaine, de leader de vestiaire plus que sur le terrain. Sans ce pendant-là sur l'aile droite, en fait, il n'y a plus vraiment ce côté double risque, double danger qu'il y avait avant, où le danger pouvait venir des deux côtés, Mm. puisque tu avais de la qualité balle au pied dans la création, à la fois côté gauche avec Afif et côté droit avec Al-Haïdous. Maintenant, Edmilson, Mm. c'est pas vraiment un créateur, c'est plus un finisseur, Ouais. je trouve, Oui, moi dans aussi. sa qualité. Et donc, en fait, tu te retrouves avec un créateur. En fait, même le Qatar a plutôt changé de dispositif. Et maintenant, plus tu le verrais plutôt comme un 4-4-2, Mm. avec une sorte comme un peu un losange, en fait. T'as ta pointe basse, t'as deux milieux qui divaguent, qui font un peu tout le sale travail. Et t'as Rafif en 10 qui va un peu pendant aile gauche, en 10 aile gauche, qui va essayer de déborder, qui va essayer de combiner avec ses partenaires, etc., comme il a toujours fait en 1-2, essayer de créer des décalages, etc. Mais le problème, c'est que t'en as qu'un. Mm. On n'a plus deux comme avant. Donc c'est une vraie faiblesse pour le Qatar, où le jeu peut paraître, et surtout face à des sélections expérimentées comme le Canada, comme la Suisse, etc., ça va être compliqué d'arriver avec une seule source de danger. C'est dur, hein. Franchement, c'est pas Sur- facile. Donc, Surtout qu'en plus Akram Afif il est bien connu maintenant et ça risque de bien le cibler sur le marquage individuel, etc. Et autant pour la Coupe d'Asie 2024, même s'il était clairement au-dessus du lot, t'avais d'autres joueurs qui performaient bien, mais Afif il est au-dessus du lot, sauf que les équipes que le Qatar a affrontées, notamment la Jordanie en finale, c'est des équipes qui elles-mêmes on y va vers l'avant, mais derrière c'était un peu compliqué. Là la Suisse, là, c'est un jeu très très on va dire mesuré, très voilà, on prend pas trop de risques. La Bosnie, je connais pas assez. Le Canada, peut-être pas trop non plus, mais c'est vrai que t'auras pas ces trous d'air que tu pouvais avoir quand le Qatar affrontait le Tadjikistan, quand ça affrontait la Jordanie, etc. Surtout qu'en plus, à l'époque, Coupe d'Asie, vous aviez pioché aussi des équipes qui étaient très qui essayaient de proposer beaucoup, mais sans trop de solutions derrière. Donc en plus de ça, c'était vraiment un régal pour Akram Afif, quoi. Vraiment, il s'est régalé. Mais bon. ça.
Mais bon. C'est ça, mais tu regardes la Suisse, tu t'imagines Akram Afif. Mm. Ça, ta paire de centraux, ou même en défense, c'est quoi? C'est du LVD, Akanji. J'ai mal d'avance, hein. Moi j'ai peur. Hein. Excuse-moi, mais mais je c'est vois sûr. pas comment. J'ai très peur. Hein. La Suisse, pour moi, ça risque d'être l'équipe qui performe le. Pour moi, ils doivent finir premier de ce groupe. Ah oui, il n'y a pas de La débat Suisse. pour moi. Pour moi, ils sont au-dessus. Et après, derrière, ça se tape entre Canada, Bosnie et le Qatar s'ils arrivent à jouer. Sinon, probablement, ça risque d'être Canada-Bosnie, deuxième, troisième, et puis Qatar, et j'espère pas, mais probablement à 0 point ou 1 point, parce qu'à mon avis, la dynamique est tellement mauvaise que et t'as tellement peu de matchs, t'as tellement pas de Ouais. choses sur lesquelles te baser. Le dernier match, il date c'est même pas en 2026. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Mais en plus À de voir. ça, les amicaux, c'était qui déjà les amicaux? T'as l'Irlande et puis T'as l'Irlande et t'as le Honduras. Et tu Ouais. devais avoir, à la base, la semaine dernière, on devait avoir le Soudan à Doha, mais qui a été annulé le jour du match. Ouais, alors, Voilà, ok. Irlande, Mais, Irlande-Honduras. Voilà, après, Irlande, pourquoi pas? Irlande, pourquoi pas, mais oui, Irlande, pourquoi pas, surtout avec Troy Parrott qui avait été très bon, qui avait failli qualifier l'Irlande. Mais le Honduras, j'avoue que, surtout pour avoir un peu suivi la CONCACAF, c'est pas l'équipe, c'est pas le Honduras de l'époque, quoi, non plus. C'est clair, c'est Donc, clair. Mais l'Irlande, c'est pas si mal. L'Irlande, c'est pas si mal parce que, Ouais, sans faire offense au Canada, par exemple, Mm. je vois l'Irlande avec des forces et des éléments, des joueurs forts, on va dire, euh, sur les mêmes postes, tu vois, plus ou moins. C'est-à-dire que t'as un fort neuf. Un fort Oui. neuf. T'as Troy Parrott qui est vraiment, vraiment fort, mais je crois qu'il est blessé, donc je suis même pas sûr qu'il va pouvoir jouer. Mais je crois, mais on va voir. Mais t'as Troy Parrott qui est vraiment fort. Tes latéraux, c'est solide. Même ta défense, c'est solide. Canada, c'est quand même oui. en défense, c'est solide, etc. Milieu de terrain, c'est plus compliqué. Donc tu vois, je me dis que ça peut être cohérent. Oui. Et puis le Qatar et l'Irlande, en termes de classement FIFA, ça se vaut. Oui. Donc faut voir. Oui. Après, Oui. après bon. C'est pas le Japon qui va affronter l'Islande pour la prépa. On n'a toujours pas compris pourquoi, mais voilà. Bref. Là, mais, Bah, l'Islande qui va affronter le Japon. pour la prépa, ouais, il y aura Islande-Japon. On n'a toujours pas compris pourquoi. Spécial. Mais ouais. Bon, ouais. C'est spécial. Bien. Ouais. Bah, non, mais d'ici le 3 Spécial, mais... ans, le Japon va l'affronter Saint-Marin pour préparer les trucs, moi je pense. Bref. Enfin bon. La fédération japonaise est aussi mauvaise que la Qatari. Mais, Mais la fédération japonaise, c'est surtout qu'elle ne fait rien. Donc voilà, mais c'est encore un autre débat. Mais bref. C'est ça. Mais après, voilà, il y a quand même un peu de conjoncture là-dedans, parce que, encore une fois, sans ce conflit et sans la situation sécuritaire dégradée qu'il y a eu au mois de février-mars, t'avais quand même au programme, en termes de tests, t'as la Serbie, l'Espagne. Bon, l'Espagne, c'est juste. Bon, ça, l'Espagne, c'est juste pour attirer des gens, parce qu'on va pas se mentir, l'Espagne, bon, voilà. ça n'a aucune cohérence comme match. Enfin, voilà. Bah non. Mais Serbie, typiquement, c'est un test, puisqu'en plus, tu les avais déjà affrontés en 2021, en amont de la Coupe du Monde 2022. Tu les as déjà affrontés. Bon, tu t'es fait tarter aller-retour, certes, mais ça vaut la peine de voir est-ce qu'il y a une évolution des deux côtés. Et puis, c'est un vrai test contre une vraie grosse écurie européenne qui est, tu vois, qui physiquement et tactiquement, c'est d'un niveau autre, bien autre que les sélections asiatiques que tu peux affronter. Oui. Là, malheureusement, t'as pas eu cette chance, donc voilà. Ouais, enfin bon, on verra bien. Après, l'avantage, c'est que même si la dynamique est mauvaise, il y a des sélections asiatiques qui arrivent en ayant une dynamique encore pire. Coucou l'Arabie Saoudite. Donc bon, au moins déjà, puis sur ce point-là, disons que le Qatar a la chance de pouvoir espérer sortir de son groupe. C'est déjà un luxe. Déjà, oui, et puis le Qatar a surtout la chance d'avoir un coach, Oui. un sélectionneur. Oui. Là. Parce que l'Arabie Saoudite, Ouais. il me semble que c'était Hervé Renard, puis c'est plus Hervé Renard. C'est Georgios C'est Donis. qui? Maintenant, c'est un grec. Alors, c'est un bon coach, mais c'est un bon coach avec, avec un club qui jouait le maintien, quoi. Bref. Ah, Tintin Marquez. C'était Oui. pas terrible, hein, à la base. Hein. Pourtant, Ouais. Oui, c'est pour Jamais, ça. hein. Mais bon. jamais, Enfin, mais bref. bon, je te mens pas que Hervé Renard, en coach de sélection nationale, Oui. écoute, il a quand même prouvé, hein, excuse-moi. Hein, Ah non, Zambie, mais- Maroc, mais- c'est un profil excellent. Hein.
Ouais, Donc, mais même quand tu vois, disons que la Fédé saoudienne a bien essayé de lui mettre beaucoup de choses sur le dos, Hervé Renard, mais faut être réaliste. Elle était incoachable cette sélection saoudienne. Dans l'état où elle était, c'était absolument depuis la Coupe d'Asie, c'est impossible à entraîner ça. C'est voilà. mais alors, moi, j'ai une question à te poser, Oui. toi qui connais un peu l'Asie. Mm. Et alors, ça, c'est culturel plus qu'autre chose. Mais alors, Mm. comment tu coaches des Khaliji, des gens du Golfe? Comment tu les coaches? Parce que c'est pas facile aussi, ça, hein. Ah ça je Ça, c'est un vrai truc, hein. Ça, c'est pas ça. facile, hein. Parce que, je peux te dire, Oui. d'acceptation de critique et d'ego, c'est pas Mm. facile, hein. Ah, Culturellement, c'est ah dur, non, hein. en plus l'Arabie Saoudite c'est particulièrement gratiné parce que je peux pas trop en dire, mais par exemple typiquement la génération U23 saoudienne il y a quelques années, j'avais fait le Révélo en 2023, ils avaient foutu le feu à leur hôtel. Voilà. Donc, voilà, c'est En oui. mode chicha, le Ouais, charbon qui est tombé c'est ça, sur le c'est truc ça, ou... c'est ça, Ouais, c'est ça, ok, c'est voilà. ça. Ok. Classique, Chicha, ouais. le charbon sur le rideau, sachant que c'était interdit de fumer dans les chambres, bien évidemment. Donc, Ouais, mais ça, ils s'en foutent. Ils vont payer ah l'amende et mais, c'est tout. ouais, bah c'est ça, C'est ça, bah c'est ça. c'est ça qu'il faut comprendre. Ah Nous on a un peu de mal à comprendre parce que ouais, l'amende, elle va nous faire mal. Mais ouais, faut voir ici ces gens, comment ils vivent. mais, Ils en ont rien à foutre. ah ouais, non mais, l'Arabie, c'était de tout ce que j'ai eu comme écho, c'était vraiment 2 crans au-dessus du Qatar en plus. Hein. Vraiment, c'est le plus dur, quoi. Voilà. Ouais. Mais Ah, mais bon. c'est la réalité. Nous ici, Mm. en tout cas les expats qui viennent ici, c'est le même Oui. sentiment, hein. Ah ouais. Le Qatar, ça va encore. Dubaï, c'est très chill. Mais Oui. Saoudi, c'est Ah, catastrophe, quoi. c'est quelque chose. Hein. Ouais. Mais bon. Donc bon courage à Donis. Mais bon, en tout cas pour le Qatar, bon courage à Lopetegui. J'espère revoir un bon Et- Barcham aussi, dont on n'a pas parlé, mais pour la Coupe d'Asie, il a Non, mais été non, non, énorme. ça, tu peux déjà Ah bon? oublier, parce que lui, c'est un. Non, non, ouais, c'est une tanche. Arrête, c'est pas possible. Moi, je veux pas voir Barcham dans ce mondial. Non, je veux pas. Moi, je Bah, veux. Je suis désolé, je ne veux pas. il est Moi, devenu c'est. si mauvais entre temps. Non, c'est pas ça, mais c'est que. Abou Nada est beaucoup plus solide, Ok, et il a montré de bien meilleures choses ok. que Barcham, qui enchaîne bourde sur bourde avec Al-Sadd, mais aussi en sélection. Je peux plus. Moi, je peux plus le voir. Ok. C'est pas possible. Je veux plus. Il est pas mauvais foncièrement, mais il fait trop d'erreurs. Comme son mentor Saad Hachib, qui nous avait épaté en Coupe du Monde de ses super prestations. Hmm, Malheureusement, je trouve que Barcham arrive en fin de cycle ouais. au vraiment haut niveau asiatique, c'est pas possible. Putain, Ça c'est tient pas. dommage parce que à sa Coupe d'Asie en 2024, il avait été élu Vas-y, bonne. meilleur gardien du tournoi. En vrai, j'aurais mis Yatimov devant, mais c'était clairement un des meilleurs gardiens du tournoi à Barcham. Ouais, c'est dommage. Malheureusement, ouais, là, ça a pas très bien tourné. Enfin, si, il est toujours titulaire, il n'y a pas de problème Oui, sur ça, mais mais bon. il est beaucoup moins constant et beaucoup moins rassurant. Hmm. Alors qu'à l'époque, 2020, sortir de la Coupe du Monde et, comme tu dis, Coupe d'Asie, etc., Hmm. c'était vraiment la relève de Saad Ah Hachib, oui. qui lui, justement, déjà, n'était plus du tout Hmm. fiable comme gardien. Il faisait Ah. beaucoup d'erreurs et il apparaissait, et Barcham apparaissait comme la relève fiable, Ah solide, ouais. derrière sur sa ligne. C'est plus le cas. Plus du Ah tout. ouais, parce que franchement, moi je me rappelle à l'époque, en plus c'était 2022-2024, c'est une période où justement les autres sélections voisines avaient des gros problèmes de gardiens. L'Arabie, il n'y avait pas de numéro 1. Les Émirats, ils avaient Khalid Aissa, mais qui était en fin de cycle, qui est toujours là d'ailleurs, donc comme quoi la fin de cycle est longue, mais voilà. Ouais. Et le Koweït, le Bahreïn, pareil, c'était très compliqué. T'as Barcham qui arrive, tu te dis putain, lui, bah ouais. Ouais, bah non, du coup. Il Mm. avait un beau CV, hein, on va pas Mm. se mentir, il avait un beau CV, mais comme je dis, Abou Ouais, Nada, il est sorti un peu de nulle part. c'est vrai. Il a 26 ans, il a terminé, c'est lui qui a terminé les éliminatoires de Coupe du Monde et c'est lui qui a joué la Coupe arabe. Et franchement, solide, Ok. solide. Même en championnat cette année, il arrive second derrière le gardien de l'année, pas sélectionné, Mm. mais il est vraiment solide. Ok. Eh bah très bien, très bien. Merci de m'avoir accompagné, du coup ça fait bien plaisir. Et puis voilà, j'espère te revoir dans le futur, pourquoi pas, etc. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir parce que non seulement tu connais bien ton sujet, mais en plus tu sais bien développer, etc. Donc
Donc voilà. C'est un peu trop, mais non, non, ah, non, merci c'est beaucoup de m'avoir jamais reçu. trop. Sur cette chaîne, c'est jamais trop. On développe jamais trop. Donc Bon, voilà. super. Ouais. Bah sinon, merci de nous avoir écoutés. Puis on se dit à la prochaine fois. Il y aura des épisodes de Saka qui sortiront, je pense, dans les prochains jours. Un épisode sur la Corée du Sud que je suis en train de, qui est quasiment bon, que je vais bientôt pouvoir tourner. Et puis voilà. Bref, on verra. Je le redis, mais le lien de Twitter de Samy est dans la description, bien évidemment, comme son article sur Al Shamal. Et puis voilà. À la prochaine. Salut.